Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui en Charente-Maritime, à côté de Saintes, avec le photographe animalier ou de nature, il va nous préciser ça tout à l'heure, Philippe Boll. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Donc tu me faisais un petit signe de la main, donc c'est ni animalier ni nature, comment tu... Photographe animalier, sûrement, par rapport, j'aime beaucoup les attitudes des animaux, enfin toute leur... c'est vraiment formidable de les voir en pleine nature évoluer. Mais bon, le paysage fait partie de la photographie nature et animalière. Ok, on va dire juste photographe, alors je crois que ce sera plus voilà, simple. Photographe. Alors Philippe, tu es passionné de photographie depuis très très longtemps, d'après ce que j'ai pu lire. Mais avant de parler photo, moi j'aimerais bien un peu savoir qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme métier. Voilà, le podcast il permet aussi un peu aux gens qui connaissent ton travail ou ton livre dont on parlera tout à l'heure, un très beau livre sur le Svalbard, mais on va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, j'aimerais que les gens puissent savoir qui est Philippe Boll. Alors mon parcours, j'ai commencé par un apprentissage de pâtisserie puis de cuisine. Et puis ma passion pour la photo, qui venait de mon papa, qui était un excellent photographe. Avec lui, à 5 ans, je développais des photos dans son labo. Et voilà, donc c'est vraiment une passion. Et ça ne m'a jamais quitté. Donc à un moment, j'ai fait des études de photo. J'ai fait 3 ans d'études à la Famous School Photographer, qui s'est fini par un diplôme, et j'ai travaillé 1 an en photo. Et puis premier assistant, mais vu les salaires de l'époque, j'ai repris mon métier de cuisinier. On parle de quelle année là ? Oh là là, à peu près, hein, les années... 70 quoi. Ok. À peu près, 70. Ok. Et donc, voilà. Tu reprends tes études, tu reprends ton métier de cuisinier. Voilà, qui m'a accompagné. C'est mon métier. Voilà. Alors, dans le podcast, on parle photo, on parle livre photo, mais j'aime bien parler aussi d'autres sujets. Et moi, je suis un grand gourmand, donc la cuisine, manger me passionne, cuisiner moi. Tu faisais quoi comme cuisine ? J'ai commencé dans des restaurants, comme de tout bon cuisinier, et puis le fait de se marier et d'avoir des enfants, c'est plus tout très très compatible. Les horaires sont, surtout à l'époque, maintenant, il y a des... Mais à l'époque, on travaillait de bonne heure le matin et tard le soir, avec des coupures l'après-midi, donc c'était devenu impossible. Donc j'ai travaillé dans la collectivité. D'accord. Voilà. D'accord. Toute ta carrière dans la cuisine. Voilà, alors. toute la carrière dans la cuisine. Et à côté, tu fais des photos. Alors les photos, oui, ça m'a jamais quitté. J'ai été inscrit dans des clubs photos de 22 ans jusqu'à 73 maintenant. Tu as toujours été ici en Charente-Maritime ? Ah non, pas du tout. Donc, je suis en Charente-Maritime depuis 5 ans maintenant. D'accord. Et avant, tu étais où ? Région parisienne. D'accord. Dans les Yvelines, voilà. Ok. Et pourquoi la Charente alors ? Oh, la Charente, moi j'aime bien, malgré le Svalbard où il fait assez froid, j'aime bien la chaleur, moi. D'accord. Ah oui, c'est pas ce que j'aurais dit au premier abord en voyant ton livre. Oui, voilà. Comme quoi. T'as toujours fait des photos paysages, animaux, nature ? Ah oui, oui, tout à fait. T'as fait autre chose ? Oui, j'ai pratiqué un peu toutes les disciplines, mais c'est vraiment la photo animalière. Je me sens vraiment bien dans les bois, Oui. Tu fais des photos en France ? Alors, je fais des photos en France, surtout en région, dans la Charente-Maritime. On a les marais, on a plein de choses magnifiques à photographier aussi, oui, bien sûr. C'est quoi comme photo du genre, du coup
Bon, la photographie dans les marais, on a tous les oiseaux des marais, bien sûr. Hein. Mais en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Là, j'y suis allé 2 fois. Là, avec la canicule, il n'y a pratiquement plus d'eau nulle part. Tout est craquelé. Les oiseaux, les animaux sont en difficulté. Hein. Alors pour resituer un peu pour les auditeurs, on enregistre cet épisode fin août 2022. Voilà. Et on vient de traverser une très longue canicule. Ouais. C'est un thème que je voulais aborder avec toi, donc on va le faire tout de suite, tant qu'à faire. Ça fait longtemps qu'on nous parle du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de gens qui, ça leur passe au-dessus. Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils refusent d'entendre et de voir ce qui se passe. Toi, dans le Svalbard, tu me disais un jour, quand on discutait, ou c'était par mail, je ne sais plus, mais que tu voyais ce changement depuis quelque temps déjà qui opère. Tu peux nous parler un petit peu de ce changement climatique ? Alors, bon, l'évolution, ça fait depuis, grosso modo, 75 ans hein, qu'on remarque que les températures augmentent, qu'il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que la lenteur avec laquelle les gouvernements ont réagi, ça nous a amené à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Alors, il y a un réchauffement naturel aussi. Bon, et puis l'accélération, c'est notre façon de consommer, notre façon toute l'évolution qu'il y a eu, qui a fait qu'on a fait qu'augmenter. Et dans le Grand Nord, tu vois une grosse différence ? Dans le Grand Nord, moi je suis donc le Svalbard, le livre sur le Svalbard, c'est 4 périodes. Ma première période, c'était au mois d'août. C'est un peu c'est l'expédition qui a fait que j'y suis retourné parce que je voulais pas rester sur cet aspect désertique, sans neige, avec des animaux vraiment en difficulté. Les ours en particulier. Sur le livre, il y a une photo d'un ours avec son petit. Ça fait de la peine, quoi. C'est pas l'image qu'on a de l'ours, quoi. La femelle, il lui manquait 60, 70, 80 kilos, quoi. Ah ouais. Pour cette période de l'année. En plus, avec un petit, et ça m'a bouleversé. C'est ce qui a fait. J'ai dit, bon, je peux pas rester là-dessus. Donc, j'y suis retourné au mois d'août, après le mois de juin, le mois de septembre, dans la même année, en 2015, et je suis retourné en mars 2016. Donc là, on a bien vu les évolutions, les différents aspects des paysages, quoi. On commence un petit peu à revivre les ours à partir du mois de septembre, où la température, elle n'est pas encore en dessous de 0, hein, donc c'est vraiment compliqué. Et même au mois de mars, on n'avait que moins 15 degrés. Et au mois de mars, normalement, c'est moins 21, moins 25, c'est pas moins 15. Donc il y a vraiment, vraiment des réchauffements. Quand on nous parle des réchauffements de 2-3 degrés, les différences de température pour le Grand Nord, c'est de l'ordre de 10, 20 degrés. Oui, parce que les 2-3 degrés dont on parle, c'est une moyenne sur la planète. Donc il y a des endroits où c'est beaucoup plus, d'autres où c'est moins. Voilà. Mais c'est pas juste 2-3 degrés partout. Non. Et je crois que j'avais lu que c'était les pôles qui morflaient le plus, en fait. Oui, bien sûr. C'est le fait, si tu veux, que la réflexion du blanc de la neige et puis de tout ce qui est blanc, ça ralentit un peu le réchauffement. Par contre, quand les montagnes sont noires, le sol n'est plus blanc, du coup, ça accélère. Le coup, ça accélère. Ok. Ça accélère. Alors, on reviendra sur les photos du livre tout à l'heure. Tu vas nous en commenter quelques-unes. Moi, je voudrais un petit peu parler de tes voyages. Est-ce que tu as fait d'autres voyages que le Svalbard ? Eh oui, j'ai pas mal voyagé. Bon, c'est pas bon pour la planète, j'en conviens. À
À l'époque, on n'avait pas cette conscience. Oui, il faut remettre dans le contexte Faut remettre aussi. Voilà, on avait donc... on voyageait pour montrer, pour témoigner aussi. Hein, en photographie, ça fait partie d'un petit peu de notre mission. Oui, j'ai voyagé plutôt dans le sud. Hein. J'ai fait plutôt l'Afrique, les États-Unis, l'Australie, enfin bon. Et puis, voilà, comme je me suis dit, bon, pourquoi pas aller vers le nord. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le nord. Mais c'est vrai que la première expérience, on ne s'attendait pas à avoir des ours, pas de neige du tout. Au mois d'août, on a eu jusqu'à 14, 15 degrés. Ok. Et tes autres voyages alors en Afrique, c'était des voyages pour faire du tourisme et visiter, ou tu avais déjà une idée photographique derrière? C'était une idée photographique tout le temps, oui. Je suis Tout le temps. parti Comment la famille prend ça? Écoutez, mon épouse, elle me laisse tout à fait la liberté de vivre ma passion, mais... Merci Madame Boll. Merci Madame Boll. Mais c'est vrai que la photographie, c'est vraiment particulier. Si on reste en affût pendant 8 heures durant, ça, c'est sûr que mon épouse, ça, c'est compliqué. Non, je pars seul en général, ou avec des amis photographes. Ok. Voilà. Oui, parce que nous, les photographes, on est parfois un petit peu ennuyeux en vacances. Attendre des heures qu'il se passe quelque chose. Au final, souvent, il se passe rien. Voilà, voilà. Ou alors, quand ça se passe quelque chose, les enfants sont derrière ou madame n'a pas la patience d'attendre. Donc, c'est vrai que... Oui, surtout en photographie animalière, voilà. Je crois que c'est beaucoup de patience. Oui, c'est sûr. Trouver un fond, un paysage sympa et puis attendre qu'il y ait un animal qui veuille bien venir faire son spectacle. Avec la bonne lumière, évidemment. Non, c'est un peu solitaire. Tu étais où en Afrique? Alors en Afrique, j'ai fait le Kenya avec Tony Crocetta, que certains connaissent. Je suis allé en Ouganda là, pour faire le gorille des montagnes, le bec en sabot. Voilà. Bon, c'est des souvenirs inoubliables. Ouais, je pense que la rencontre avec les gorilles doit être marquante, non? Ah oui, ça c'est vraiment marquant. Oui. On a grosso modo 1 heure hein, pour les photographier, parce qu'après, le gorille mâle dominant, ça l'agace un petit peu. Et voilà, donc on sent bien que... Voilà. On a eu beaucoup de chance. Hein. On est arrivé sur une belle clairière avec une belle lumière. Et il y avait des petits, alors c'était délicieux. Mais ça a duré qu'1 heure. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il doit se demander qui sont ces grands singes sans poils tout blancs. Oui, oui, et puis à la fin, le mâle est venu vers nous. Hein. Alors on avait la consigne de baisser les yeux, de se mettre à genoux, etc. pour ne pas le regarder droit dans les yeux. Il paraît que ça marche pas. Donc voilà, et puis bon, on est redescendu avec beaucoup des émotions aussi. Hein. J'imagine, oui. Oui. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que on n'a qu'1 heure et les premières minutes, même les premières 10 minutes, on a du mal à prendre des photos parce qu'on est tellement... c'est assez époustouflant, quoi. Ça vient pas tout de suite, le déclenchement. On est là, quoi. On en prend plein la vue. Puis après, on dit, va peut-être falloir prendre l'appareil. Mais ça m'arrive souvent, d'ailleurs, pour toutes sortes de... la photo, le petit problème qu'on a en tant que photographe, souvent, c'est qu'on vit derrière l'objectif. Et on a du mal à vivre l'instant parce qu'on est tellement pris par le spectacle et l'appareil photo, les réglages et tout ça, qu'on n'en profite pas vraiment. Après coup, on regarde nos photos et là, mais les émotions, le vécu, des fois, c'est compliqué. Donc moi, j'aime bien prendre le temps et puis déclencher au bon moment, tranquillement. Voilà. C'est ma façon de photographier.
Alors tu vois de gros animaux, là on vient de parler des gorilles, dans ton livre il y a des ours, il y a des gros phoques ou des lions de mer, tu vas nous parler de tout ça après. Tu t'es déjà retrouvé en danger devant un animal qui n'était pas content que son image soit utilisée? Alors là, c'est arrivé à Yellowstone, où alors c'était au mois de avril-mai, donc pas beaucoup de touristes. C'est d'ailleurs un conseil que je donne. Pour Yellowstone, on est en fin d'hiver et en début d'été, et on a encore de la neige, c'est vraiment une belle période. Et donc on était 5 photographes avec des petits oursons qui étaient en train de grimper. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est que la mer arrivait sur le côté. Ah, zut. Et il y en a qui ont laissé leur matériel photo, au moins les pieds, et on a reculé, on est parti. Et bon, je pense qu'on était quand même en danger. Mais voilà. Donc c'était un ours brun, pas un grizzly, parce qu'un grizzly, ça aurait été beaucoup plus compliqué, sûrement. Ouais. Mais je dis oui, mais je ne les connais pas, mais le grizzly, ça fait tout de suite plus peur. Grizzly, déjà, au niveau taille, c'est déjà beaucoup plus imposant. Et puis, ce sont des carnassiers, alors que ah oui, d'accord. L'ours brun... il fait de la cueillette. Voilà, c'est ça. Oui, ça va. Tant qu'on n'a pas une tête de groseille, ça devrait passer. C'est ça, exact. Oui, c'est arrivé une fois. Ouais. Bon. Et en Afrique, jamais? En Afrique, jamais. Bon, en Afrique du Sud, une fois, puisqu'en Afrique du Sud, généralement, c'est nous, le conducteur, le 4x4, on les loue et on part tout seul. Et avec une femelle éléphant qui nous a bien fait comprendre qu'elle passait là et qu'il n'était pas question qu'elle recule. Alors la marche arrière, marche arrière, tout à petit, sans... Voilà. Si, ça arrive forcément. J'ai une histoire comme ça en Afrique du Sud. J'étais là-bas pour un client. Il y a un ami qui m'a rejoint et on en a profité pour aller visiter des parcs. Et c'était dans le parc Kruger. On avait pareil loué notre voiture. Oui, voilà. Et puis sur le côté, on voit une espèce de mare avec des éléphants en train de boire. Et donc on s'arrête. On avait un 4x4 avec toit ouvrant. Oui. Donc quand on s'arrêtait comme ça, moi j'ouvrais le toit et puis je sortais juste le haut de mon corps qui sortait du véhicule pour faire des photos. Donc je fais mes photos, puis les éléphants quittent la mare, traversent la route. Et puis là, devant nous, il y a une grosse femelle qui se positionne. Il y a tout le troupeau qui passe derrière. Et puis, le troupeau change de côté de route, mais la femelle elle reste devant nous. Et moi, je continue de faire mes photos, bien cachées derrière mon appareil photo, mais qui ne me protège pas du tout. Hein. Non. Souvent, ça fait un peu barrière, mais c'est que psychologique, en fait. Oui, c'est psychologique, complètement. Et l'idée que j'avais, vu qu'on était assez près quand même, c'était de faire une photo où toute l'image soit remplie d'éléphants, avec les oreilles, la tête, les défenses, les yeux, mais je voulais pas qu'on voie un petit morceau de forêt ou un petit morceau de ciel. Je voulais vraiment que de l'éléphant pour avoir un truc très monochrome, gris. Et puis j'ai mon ami en dessous qui était au volant, lui, qui me tirait le bras et qui me disait « Jules, là, il est à peu près quand même. » Puis il tape du pied, il a pas l'air content, l'éléphant. Et je fais « Ouais, attends, j'ai pas encore ce que je veux, j'en fais encore une ou deux. » Et donc, je fais mes photos, puis j'arrive à faire ce que je veux. Et là, j'enlève l'appareil photo, je dis « Ouais, elle est quand même à peu près, là. » Et puis, ouais, elle a pas l'air contente. Elle commence à lever la trompe et à barrir. Ouais. Donc du coup, mon pote qui était en panique, il me dit « Bon, je recule à fond, on se sauve. » Je lui dis « Ah non, si tu recules à fond, on va se bouffer le fossé, c'est sûr, parce qu'en marche arrière, ça marche pas. Ouais. » Donc on va reculer doucement pour lui montrer que c'est bon, on s'en va. Ouais. Et bon, ça va nous a laissé tranquille, mais ça nous a servi de leçon. Les fois d'après, on se positionnait toujours pour pouvoir partir en marche avant. Voilà, oui, tout à fait. Non, oui, c'est pas sans risque, hein, c'est sûr. Mais bon, après, ça fait des souvenirs sympas. Voilà. Quand j'en parle avec mon pote, quand on le raconte, il a encore les gouttes qui coûtent. Oui, c'est pas... Oui. Des fois, on voit des films sur Internet où la voiture, elle pèse pas lourd quand même. Hein. Ouais, je sais. Il y a parfois des petites rencontres comme ça. Et c'est pas les animaux les plus... c'est pas les prédateurs qui sont finalement les plus dangereux. Après, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas sortir de sa voiture et aller se promener dans la savane. Ça, c'est sûr, oui, c'est sûr. Ouais. Mais, ouais. Non. L'éléphant et hippopotame, je crois que c'est eux qui causent le plus d'accidents.
On a vu l'hippopotame, oui. On est arrivé un matin de bonne heure, on en a vu un traverser là, à quoi 1 mètre de la voiture. ça court bien. Hein. Ouf. Oui, hippopotame. Puis ça a une grande dent. Ouais. Ah ben, j'ai un ami, moi, qui a perdu tout son matériel comme ça, sur un hippopotame, sur le lac Baringo, là. Chut, hop, il a renversé le kayak, le D5, le 500, tout au fond de l'eau. Non, sympa, on parle de sympa. quoi 20 000 euros de matos? Oui, il était content. Enfin bon. Alors, on ne parle pas souvent matos dans le podcast, mais ça m'intéresse. Comme tu es photographe animalier, j'imagine que tu as du gros télé. Alors, du gros télé, ouais, j'ai commencé avec Nikon. J'ai arrêté, j'étais Minolta. Et puis, Minolta a fermé. J'avais donc le premier Minolta 9000 avec 6 millions de pixels. Après, c'est Sony qui a repris. Donc, voilà, j'ai appelé pas mal d'amis à droite à gauche. J'ai dit qu'est-ce qu'ils en pensaient, Canon, Nikon, qu'est-ce que vous avez? Bon, j'ai eu des réponses plus que Nikon que Canon. Donc, je suis parti sur Nikon, quoi. Ok. Et là, tu travailles à quoi alors maintenant? Et là, je me suis un petit peu allégé parce que mon sac à dos faisait dans les 23-25 kilos. Et puis l'âge venant, on a essayé d'alléger un peu, quoi. Donc maintenant, je pars avec le Nikon Z, le Z7 II et le Z7 pour l'instant, avec un 500, le 500 5.6. Parce que l'autre, à 4, il pèse son poids et je ne peux plus, quoi. Donc, les dernières photos que j'ai fait avec, j'avais le D5 et le 400 F4. C'était en Antarctique et j'ai raté des photos, quoi. Trop lourd, la neige est molle à cette période-là, pas d'appui. Donc j'ai dit stop. Ouais. Je suis passé à main levée, ça fait lourd. À main levée, ça fait lourd. Hein, ça fait lourd, surtout quand on n'a pas d'appui. Donc voilà, donc j'ai changé. Mais, non, c'est très bien. Moi, j'aime. On n'a forcément pas la qualité qu'on a avec un F4, hein, c'est sûr. Surtout, j'ai pris des photos d'ours là à combien 500 mètres, hein, dans la neige. Tu croppes. Tu as encore de la matière, quoi. Ouais. Avec la différence de prix est là, quoi. Entre un objectif qui va coûter 9 000 euros et puis l'autre 3 000, forcément, on n'a pas les mêmes performances. Mais c'est très correct. Hein. Moi, mon 500 F6, ça pique comme il faut. Il faut pas prendre un oiseau à 300 mètres, quoi. Ouais. Après, tu as de la marge en pixels aussi pour cropper un petit peu. Oui, on peut cropper un peu, bien sûr. Donc toi, tu croppes, alors tu es de la team crop. Parce qu'il y a des gens qui refusent. Non, oui, cropper modérément quand même. Non. Ok. Oui. Cropper, mais avec parcimonie. Oui, avec parcimonie, oui. On va parler un petit peu de ton livre. Alors avant que tu nous commentes les images, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment est venue cette envie de faire un livre. Alors je crois que toi, c'est aussi beaucoup pour justement dénoncer ce changement climatique dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y avait ça, et puis je voulais faire un livre pour ma maman avant qu'elle parte, quoi. Et puis malheureusement, elle est partie avant que le livre soit imprimé, quoi. C'était ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, c'est vrai que partir là dans le Grand Nord, c'était aussi un peu pour témoigner un peu de ce fameux réchauffement qui nous inquiète tous de plus en plus. Et donc, ma première expédition, c'était au mois d'août 2014. Et j'ai découvert un univers magnifique, hein, parce que même au mois d'août, on a encore des beaux blocs de glace. Alors évidemment, les montagnes, la neige, il y a quelques plaques dans les hauteurs, mais il n'y a pratiquement plus de neige.
Par contre, c'est cette période où un petit peu les glaces fondent et puis on a donc on appelle ça des vélages. Hein. C'est-à-dire que la glace qui se casse et qui tombe. Alors on a pas mal de glaces flottantes avec des... Voilà, sur le livre, on a des photos de glaces flottantes avec presque des sculptures. Voilà, donc c'est... Et puis, en tournant les pages, là, je regarde, on a aussi... Bon, au mois d'août, il n'y a pas de nuit, hein, il fait jour pratiquement... Enfin, pratiquement, il fait jour toute la journée, quoi. Donc ça nous fait là, j'ai des photos au soleil de minuit, là, il est minuit et on est en plein soleil. C'est page combien, là? Alors, on est à la page 114. Ok, comme ça, si vous avez le livre de Philippe, je vous invite à l'ouvrir en même temps que vous écoutez le podcast. Puis si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans l'épisode pour l'acheter et continuer le podcast plus tard. Donc, alors, là, l'absence de neige, c'est un énorme problème. Et à la page 124, c'est la photo qui m'a décidé à y retourner, quoi. C'est la maman ours dont tu parlais tout à l'heure, qui manque quelques dizaines de kilos. Et oui, il manque, oui. Et la tristesse est là. Enfin, dans le regard, il y a une photo très forte. Alors là, c'est la page 126 où c'est la photo décisive. C'est la photo qui m'a fait dire bon, Philippe, là, tu peux pas rester sur cette impression-là. C'est pas possible. Les ours, faut les voir autrement. Faut voir comment ça va évoluer selon les saisons. Et c'est de là que j'ai dit, bon, bah, on va... L'idée du livre était pas encore installée à cette époque-là. Et puis, j'ouvre les photos pas toujours tout de suite. Hein. Quand je fais des photos au mois d'août, bon, je les ai laissées un petit peu mijoter. J'ai commencé à les regarder au mois de septembre, tranquillement. C'était volontaire de les laisser un petit peu se reposer, prendre un peu de recul? Voilà, oui. C'était volontaire? C'est ce que je fais toujours. Ok. Je n'y touche pas tout de suite. Je laisse un petit peu décanter. Parce que, si tu veux, quand on ouvre tout de suite, on a l'émotion qui vient avec. Et au niveau du jugement photo, on n'a pas assez de recul. Oui, on peut laisser les émotions prendre le dessus. Et puis passer à côté peut-être. Voilà. Oui, puisqu'il nous provoque des émotions, ne les provoque pas forcément chez les autres s'ils n'ont pas vécu la scène. Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure pour la composition du livre. Oui, avec plaisir. Donc voilà, donc c'est de cette photo qu'est partie l'idée de voir dans les autres mois comment ça se comporte. Donc je suis reparti au mois de juin 2015. Et malheureusement, le mois de juin, c'est encore un mois relativement chaud. Au mois de juin, on avait tout juste 0 pour la nuit, jamais en dessous. Et dans la journée, on naviguait entre 8 et 10 degrés. Quoi. Ok. Donc, alors c'est un petit peu plus tôt, effectivement, mars, avril, mai, juin. Mais la glace n'est pas encore formée en juin. Déjà, la glace a fondu, déjà. Donc, les ours, alors c'est une période pour les ornithos, hein, parce que les oiseaux, on est sur le même parallèle. Donc, en juin, c'est comme dans nos régions. C'est la période des parades, la période des accouplements. Voilà, donc... il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de choses. Mais au niveau de nos pauvres ours, ils sont à peu près dans le même état qu'au mois d'août. Là, on a une petite maman qui a 2 oursons et qui est encore assez maigre quand même. Hein. On la voit bien là sur le...
On est page combien, là? Oui. Alors, on est page combien, qui me demande Julien? Alors, on est à la page 66. 66, ok. Voilà, ouais. Donc là, cette brave maman ours. Alors, on voit toujours sur les deux petits, on va bien s'apercevoir qu'il y en a un qui est un peu plus débrouillard que l'autre. Donc, le petit qui est là, on voit qu'il a déjà un petit peu abandonné, quoi. L'autre, il suit sa maman de près, et le deuxième, on voit déjà qu'il est à la traîne, quoi. Donc, alors nous, on s'est renseigné un petit peu parce que toutes les ours femelles ont des puces, hein. C'est-à-dire que dans les oreilles, ils ont on sait géographiquement où ils sont. Ah, ils sont suivis. Ils sont suivis. Ok. Donc, on a quand même appris malheureusement que cette oursonne n'avait pas survécu et que ses petits non plus. Donc tout ça, on est encore un peu dans la tristesse, malgré. Alors évidemment, les paysages sont splendides, la glace est là, mais comme on voit quand même au mois de juin, là j'ai une photo de montagne, hein, où c'est des montagnes noires, hein, et il y a plus de noir que de blanc, hein. Ouais, effectivement. Ouais. Et c'est ce qui fait le réchauffement, c'est-à-dire que la réverbération du soleil sur le noir, eh bien ça augmente la température, alors que la neige réverbère et voilà. C'est une des raisons pourquoi le réchauffement climatique est de plus en plus... moins il y a de neige, plus le réchauffement opère. Bah, tout s'emballe. Hein. Tout s'emballe. Oh, elle est jolie, celle-là. C'est page combien, ça? Alors, ça, c'est des mouettes tridactyles. On est à la page 77. 77. Voilà. Alors là, c'est un petit peu à cause de nous, parce que quand on est passé, on a fait du remous, et ça fait remonter le krill. D'accord, du coup, elle s'excite parce que... Voilà. Voilà. C'est un petit peu comme les mouettes qui suivent les bateaux de pêche. Ouais. C'est un peu le même système, quoi. Voilà. Il y a quand même des étendues de neige, hein, mais, effectivement. Mais beaucoup. Voilà. Là, on a un petit renard, là. Voilà. Mais on voit bien que la neige n'est pas encore là. Au milieu est déjà fondue. Splendide. Alors là, on est page... Je n'arrive pas à lire depuis ma place. Alors, on est 81, là. Donc, c'est la 82, c'est 82, 83. Une belle photo en double page avec un petit renard... Voilà. Avec quand même très peu de neige quand même. Oui, on voit que la roche est à nu. Ouais. Ben ça, oui, on parlera après du réchauffement du permafrost. Et là, c'est vraiment douloureux. Donc le voyage suivant, alors c'était toujours au mois de septembre. Et au mois de septembre, la neige n'est pas encore bien là, hein. Par contre, ça se refroidit quand même un peu. Hein, ça se refroidit un peu, mais pas suffisant pour recréer de la glace. C'est-à-dire que l'ours, il chasse sur des plaques de glace. S'il n'y a pas de banquise, ça devient très compliqué pour lui. Donc c'est une période quand même qui est ça commence. On voit quand même des ours un peu plus dodus, un peu plus... ça fait du bien de... Là, cette maman-là, elle paraissait... puis son petit ourson derrière, il est mignon comme tout, il est marrant. Tu peux me donner la page? Alors, la page 153. Voilà, donc les gens qui ont le livre, vous pourrez comparer. Je crois que c'était la page 124 tout à l'heure. Effectivement, il y a une belle différence entre les deux mamans, ours. Oui, là, et puis... Là, le regard est doux. Enfin, le regard, c'est pas, y a pas, on voit pas dans le regard la faim. Ouais. Alors juste par curiosité sur cette photo là, par exemple, t'es à quelle distance des ours? Alors là, on est en zodiaque. Hein. On peut descendre que au mois d'août sur les îles. Au mois d'août, aussi au mois de juin aussi.
mais sur certaines îles, quoi. Quand on débarque, on sait que on est en groupe, voilà, personne se disperse. On a des consignes, effectivement, en cas de rencontre avec un ours, de se mettre en cercle pour pouvoir avoir les yeux tout autour, à 360 degrés. Et puis chacun recule, les zodiacs sont prêts. Enfin, c'est quand même très... Enfin, là, on voit que... Pardon. Oui, le risque est quand même... ça arrive, c'est arrivé, hein, mais bon, des imprudences, c'est des gens qui partent tout seuls, souvent. Ok. Ça, là, on voit que tu es au téléobjectif, les perspectives sont quand même bien tassées. Oui. Tu es à quoi, là, 500 mm? Oui, 500 mm la plupart du temps, oui. Ouais. Belle image. C'est le regard qui est... On voit que c'est serein, quoi. Il y a pas de... Donc, voilà. Alors, septembre aussi, c'est les lumières. Hein. On a des lumières dorées en septembre. Les couchers de soleil sont plus longs. C'est-à-dire qu'on a le temps de voir le soleil se coucher, alors qu'au mois d'août, il est à peine au niveau de l'horizon qui remonte. Là, il se couche à un moment quand même, alors, en septembre. En septembre, pas longtemps, mais on a 1h30, 2 heures où voilà, on peut se régaler avec des photos. Là, c'est des photos de morse en contre-jour. Tu restes combien de temps quand tu fais un séjour comme ça? Alors, le séjour, là, c'était organisé par Photographe du Monde, avec Benoît Clouet, qui a fait la préface de mon livre. Et on a 12 jours à peu près. Et quand on vit 12 jours sans la nuit, comment on gère ça? Parce qu'en plus, on est dans un endroit qui est quand même très, très photogénique. Voilà. Est-ce qu'on pense à sa fatigue? Ou est-ce qu'on dort quand on en tombe? Non, il faut se reposer. De toute façon, et il y a toujours Benoît ou... à l'époque, c'était donc, comment s'appelait-elle déjà, de Madame Denis, là. Et il restait, s'il y avait une alerte, tout le monde était debout. Hein. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, oui, ça va être au mois de septembre, oui, c'était au mois de septembre, on a commencé à photographier à 6h du soir. Ok. Et on a fini à 6h du matin. Ok. Et tu fais ta nuit non, après? Il n'y a pas de nuit. On n'a pas dormi. On n'a pas dormi. L'avantage avec ce genre de voyage, c'est que sur le bateau, on était 10 photographes. Hein. Ouais. Donc, voilà, on a du temps. Et puis, on a du temps, quoi. On a du temps. On pouvait photographier. Celui qui ne voulait pas dormir, il ne dormait pas. Hein. Mais non, ce n'est pas raisonnable parce que sur 12 jours... oui, il y a un moment, il faut où, se de toute coucher. façon, il faut se coucher. Bon, voilà, donc... Mais ça doit être frustrant parce qu'on doit avoir peur de rater un truc quand même. Oui, mais on est prêt. Hein. On est prêt. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les pompiers. Sur notre lit, on a tout pour s'habiller dans l'ordre. Tu vois? Oui. Tac, 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 tac. Avec les chaussures ouvertes, on a juste à se mettre les pieds dedans. Voilà, on est au top. Hein. Ouais. Et là, par exemple, en Antarctique, c'était obligatoire. Et on a fait des essais. Il fallait être prêt en 4 minutes, enfin 5 minutes, quoi. Pour envoyer la combinaison complète, hein, en cas de naufrage, je sais pas quoi. Et là, c'était obligatoire. Alors, enfiler des combinaisons avec des bottes, je te dis pas, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrivait. Ouais. C'était la condition pour monter dans le bateau. Hein. Donc, d'accord. Ouais. Et qu'il y a des tests, il y a des gens qui échouent du coup. Non, dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, bon, c'est des voyages qui sont quand même relativement onéreux, et la moyenne d'âge c'est entre 50 et 60 ans, quoi. J'aurais été bon à ça. J'étais pompier chez Marins-Pompiers de Marseille. Ah oui, d'accord. Dans les formations, on avait ça la nuit. Ils nous faisaient ça. Ils appelaient ça le caméléon. Oui, faut. Oui, non. Donc c'était au garde à vous dans la cour, en tenue, en moins de 5 minutes. Ouais, c'est ça. Et puis après, l'instructeur nous demandait de remonter dans les chambrées, changer de tenue et de redescendre en moins de 5 minutes. Ouais.
Donc, ouais, j'ai de l'entraînement. Je pense que je réussirais. Tu réussirais à enfiler la combi. Ouais. C'était une question de sécurité. Et puis, on fait un petit tour dans l'eau pour voir comment on se débrouillait et tout ça. Dans l'eau froide. Ouais. Mais là, on a des combis complètes. C'est comme de fermer, quoi. Bon. Là, on n'avait pas mis la capuche, mais bon. Non, mais bon. Ah là là. On continue un petit peu sur le livre. Alors, sur le livre, eh bien, la dernière expédition, donc, c'était le mois de mars 2016. Alors là, on est dans un tout autre paysage. Là, les montagnes sont blanches. Il y a quelques plaques de banquise détachées. Tu peux nous donner le numéro de page ? Alors, le numéro de page, on est à la page 14. Page 14, donc. Ouais. Okay. Donc le livre n'est pas tout à fait dans l'ordre des expéditions. Tu vas nous expliquer tout ça. Voilà, c'était plus normal de commencer par le mois de mars, mois de juin, mois d'août et mois de septembre pour qu'il y ait qu'on voit un petit peu la fonte petit à petit, la fonte des glaces, la fonte de la neige, etc., etc. Donc le mois de mars, là, on est dans des paysages somptueux. Là, on est dans des paysages superbes. Il n'y a pas un morceau de noir. Tout est blanc. Par contre, on a quand même de la glace, on appelle ça la glace en crêpe. C'est-à-dire c'est des petits ronds de glace qui sont collés les uns aux autres. Normalement, c'est le commencement de la formation de la banquise. Okay. Mais au mois de mars, l'ours ne marche pas là-dessus. Hein. Oui, c'est sur la banquise, tu disais. Voilà. Donc, au mois de mars, la banquise n'est pas encore formée. Voilà. Donc, le mois de mars, que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à moins 15 début mars, et 15 jours après, on était déjà à moins 8. Ok, ouais, ça va vite, le changement de température. Oui. Et donc, par contre, là, effectivement, les ours sont... Ouais, elles sont mignonnes. C'est la page combien, là ? Quand même un peu plus en forme. C'est la photo dont je te disais, la photo 22, où la photo a été prise avec le 500 mm, l'ancien, le F4, sur un Zodiac, on était à 500 mètres. Hein. Ok. Et quand tu regardes la photo, tu vois bien que la neige est lisible. Voilà, on devine un peu les poils de l'ours nets et tout ça. C'est vraiment... C'est des photos assez techniques, non, à réaliser, parce que quand il y a de la neige comme ça, pour pas surexposer, c'est... Oui, sur Nikon, on a cette petite truc avec une petite étoile qui est censée, et qui fait bien son boulot, gérer les hautes lumières. Ok. Donc, après, au traitement de l'image, on rattrape un peu parce que c'est souvent quand même un petit peu... Sur le RAW, c'est quand même... c'est pas aussi blanc, quand même. Okay. Après, on retraite un petit peu... Alors pour les novices, le RAW, c'est un peu le format, c'est un peu le négatif, de l'époque de l'argentique. Voilà, l'époque de l'argentique. Là, on a eu une chance inouïe parce que on avait repéré donc cet ours-là qui était donc la veille, mais il faisait un temps, c'était horrible, il faisait pas beau. Donc voilà, on est retourné, on a passé, parce que là au mois de mars par contre il fait nuit, hein. Il y a des moments où il fait nuit. Et donc, on est parti le lendemain matin. Le temps n'était pas terrible non plus. On dit, on y va quand même, quoi. T'as bien fait, parce que la lumière a l'air sympa, là. Et là, voilà. Et donc, on est parti à 6 heures. À partir de 8 heures, d'un seul coup, tout s'est dégagé. Et alors, on a eu la chance que ce petit ourson-là, curieux, et il s'est mis à descendre, quoi. Alors la maman, il y a d'obligé de suivre. Elle n'avait peut-être pas tellement envie, parce que là, la première photo, elle s'étire, là, puis elle a l'air d'être bien dans la neige. Elle n'a peut-être pas envie de bouger. Et ensuite, on a eu un festival, quoi. Et, les câlins, voilà, c'était vraiment un moment... surtout qu'on était que... Là, on était 6 photographes dessus. Hein, parce que, oui, c'est des super conditions. Oh là là,
Et puis des attitudes. Enfin, bon, Quand tu pars comme ça en expédition avec une dizaine de photographes, vous êtes tous sur le même spot ou non, vous divisez Alors là, on était quand même, au mois de mars, on est obligé de prendre des bateaux un peu plus gros. On était 38 photographes. D'accord. Et il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 4 Zodiacs, donc c'était tout à fait gérable. On était entre 6 et 8 par Zodiac. Parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde participe pas. C'est marrant, hein, parce que c'est un peu... Bon. Donc là, là, on a eu des photos, là, quand tu vois des 2 oursons, là, c'est... Alors, c'est une maman, il a environ 2 ans, hein, le petit, là. Et vraiment, il fait une bonne taille déjà. Il reste combien de temps avec leur maman, les ours? Alors, les ours, ils restent... je crois bien que c'est au moins 3 ans, minimum 3 ans. 3 ans. Ouais, si c'est pas plus. Ouais. Tu as le numéro de la page là, de la photo pour que les gens puissent regarder. Alors, la photo, comme c'est une pleine page... Faut remonter. Alors, ça va être la page 26. Là. Page 26, donc on voit un oursolescent. Ouais, voilà. Un adolescent. Un oursolescent, pourquoi pas. Il a déjà une bonne taille. À 2 ans, on n'a peut-être pas trop envie de le croiser de trop près déjà. Oui. Non, mais là, il y a vraiment... C'est extraordinaire. C'est une douceur, une complicité. On sent qu'elle ne va pas le lâcher, quoi. Enfin, c'est... Mais par contre, il faut quand même qu'elle fasse attention. Là, il n'y avait pas de mâle dans le coin. Mais les mâles, des fois, attaquent les femelles pour pouvoir se reproduire. Et généralement... ils tuent les petits, non? Ils tuent les petits, oui. Okay. Ouais, donc, il faut vraiment des mamans très attentives. Mais elles le sont dans l'ensemble. La photo juste à côté de l'ourson, c'est les espèces de ronds de glace dont tu parlais. Là. Elle est magnifique, cette image, très graphique. Oui. Les auditeurs qui n'ont pas le livre, il faut vraiment que vous fassiez l'achat parce que ça vaut le coup vraiment. C'est un super livre. Voilà. Oui, c'est un petit peu. Oui, parce que bon, la photographie, tu dis animalière, puis il y a aussi le paysage, il y a la composition, il y a le fait d'essayer de trouver des plans différents, surtout quand on veut faire un livre. Faut vraiment diversifier les prises de vue. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on s'ennuie en tournant les pages. Alors ça, je te dirais comment le livre a été fait. Oui, ça c'est la troisième partie de l'épisode. Donc, la première partie, ton parcours, ensuite on parle du livre, et après on parle un petit peu conception. Voilà. Tu vois, tu as des photos comme ça, là où c'est blanc et bleu, ça fait un petit peu la glace et le ciel en moitié. Bon, ça fait une photo un peu différente, quoi, Voilà. Donc, on a aussi la période, là, on a sur des hédères. Alors, il y a pratiquement que des mâles, là, parce que... Tu peux me donner la page? Alors, la page, c'est la page 30. Je dois avoir des lunettes, 36. Page 36. Donc, ce sont des oiseaux. Oui, les hédères à duvet. Là, ce sont des mâles et ils sont en période... ils ont le poitrail un petit peu rosé et ça indique qu'ils sont en période de reproduction. D'accord. Alors là, on voit une photo avec les strass, les différentes couches de glace. Alors, la glace qui est marron comme ça, c'est parce qu'il y a du fer, c'est de l'oxyde de fer. D'accord. C'est la glace qui est marron, là. Oui, qui est marron. Okay. Ouais. Et là, il neigeait un petit peu, donc c'était superbe. Regarde, on a des petits flocons de neige. Alors, j'aime bien les petits flocons quand ils sont petits, les flocons. Quand ils sont gros, on ne sait pas quoi en faire. On est obligé de... Mais là, c'était sympa. Ouais. Voilà. Mais tout ça dans des températures qui n'étaient pas assez basses pour la saison. La preuve, il neige. Oui, normalement, quand il fait très froid, il neige plus. Quand il fait très froid, il neige plus. On en reparlera à la fin sur Longyearbyen, qui est la seule ville du Svalbard, où on atterrit quand on arrive. Et c'est compliqué pour eux en ce moment, avec le réchauffement. Voilà. Alors on a toujours quand même
Bon, Quel est cet animal avec d'énormes dents? Ah, oh là là. Alors celui-là, oui. Attendez, on est page pour les auditeurs. Alors on est page 40. Alors juste en Donc page face, 41. on est avec un morse. Ah Voilà. oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est un morse. C'est sympa comme animal ou faut pas trop, Oui, faut se méfier? faut se méfier quand même. Oui, oui, ça se déplace assez rapidement quand même. Et puis c'est des poignards qu'il a à la place des Oui. dents, lui. Alors juste, ces poignards, comme tu dis, ils servent à 3 choses. C'est comme un pic à glace, c'est-à-dire que ça l'aide à monter à la surface. Il pique ces deux par exemple pour grimper sur quelque chose. Ensuite, ça lui sert, quand il plonge, à gratter le fond. Il se nourrit de mollusques. Ok. Tant qu'il ne se nourrit pas de photographes, c'est bon. Non, non. Et en plus, lui, si tu veux, avec une de ses défenses, il fait un petit trou dans le coquillage et il aspire. D'accord. Comme pour gober un œuf, quoi. Ok. Voilà. Donc, voilà. Et Ah, puis, vu la taille de l'animal, il doit en manger du coquillage. Et oui, ouais. Bah, tout devient compliqué, hein, parce que il se nourrit de coquillages et c'est vrai que les fonds marins, comme partout, sont pollués, quoi. Donc, il y a les courants amènent de la pollution comme partout, malheureusement. Donc, voilà. Alors là, tu vois, c'est quand même un peu plus importante. On est vraiment assez haut, là. Donc, les fameuses petites plaques qu'on a vues tout à l'heure se sont bien agrandies et donne-nous la page. C'est censé, à la page 43. 43, ok. Et donc là, normalement, tout ça, c'est censé se souder et avec le gel, éventuellement, voilà, c'est censé composer la banquise, quoi. Voilà. Un petit renne. Ouais. Alors les rennes, il y a une petite histoire à raconter sur le renne, c'est-à-dire que les rennes sont des petits rennes, c'est pas les rennes qu'on voit d'élevage qu'on voit dans les autres pays. Et d'ailleurs, ça c'est un petit qui n'a pas encore ses cornes. Et ils ont des sabots qui sont quand même, c'est des sabots, quoi, mais ouais. Ils n'ont pas la force de casser. Ils peuvent gratter la neige. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est que il pleut et ça gèle. Donc ça fait un genre de verglas plus ou moins épais. Qui ne peuvent pas casser. Qui ne peuvent pas casser. Ok. Donc les hivers sont de plus en plus compliqués parce qu'avec une épaisseur de neige, même une épaisseur de neige importante, ils arrivaient à gratter et à manger quand même ce qu'ils pouvaient en dessous. Et là maintenant, du fait que en période, par exemple, à cette époque-là, là, en ce moment, il pleut là-bas. Au Svalbard, là, à Longyearbyen, en ce moment, il fait entre 2-3 degrés le matin et il fait entre 6 et 8, 6, 7, 8 degrés l'après-midi. Donc okay. Il pleut. Okay. Et plus on va avancer, ça va geler, la neige va tomber. Et on aura cette fameuse couche de verglas qui va empêcher, surtout en particulier le renne, de se nourrir. Toujours pareil, pour le renard, c'est pareil, le renard polaire, il fait un petit peu comme nos renards chez nous, c'est-à-dire qu'il planque de la nourriture pour l'hiver. Quand il faisait -5, -15, le congélateur était tout trouvé, il n'y avait pas de problème, la viande, elle se conservait, et quand ça décongelait, il retrouvait sa viande consommable. Et le problème avec le réchauffement, maintenant, la viande, elle n'est plus consommable parce qu'elle n'est pas... Ouais. Donc, le frigo est en panne. Le frigo est en panne, comme tu dis, voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a plein de soucis avec ce réchauffement. Voilà, pour le livre, écoute, on a fait le tour. Un petit peu. Écoute, très beau livre. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai dans la bibliothèque. Là, on l'avait échangé oui, voilà. Avant que je lance le podcast et tout ça. On avait échangé nos livres. Voilà. C'était un vrai plaisir. Et puis, je l'avais offert aussi à Noël. Je crois que c'est à mon oncle. C'est vrai. Mon oncle est un grand fan du Nord. Tu peux nous parler de la ville du Svalbard? Tu disais que c'était compliqué. Alors, la ville du Svalbard, oui, c'est compliqué parce que... Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Longyearbyen.
Longyearbyen. Longyearbyen, ouais. Ah, tu sais, la mémoire fait défaut des fois. En ce moment, le souci, c'est le volume de neige et la fonte du permafrost. Parce que les maisons étaient à flanc de montagne et ils ont été obligés d'interdire la zone à cause des avalanches. Vu qu'il fait moins froid, quand il fait moins 25, et là, il n'y a pas de neige. Ouais. Moins 25, moins 15, il neige à moins 5, moins 5, quoi. Et les quantités de neige sont devenues excessivement importantes. Et c'est paradoxal quand on parle de réchauffement climatique. Voilà, oui. Mais réchauffement, pourquoi? Parce que normalement, la température, c'est pas 5-6 degrés. La température, c'est moins 15, moins 20, moins 25. Ok. Donc, ils ne sont pas du tout habitués à ça. Et la deuxième raison de la complication, c'est la fonte du permafrost. Ouais. Parce que les maisons deviennent instables. Ouais. Les maisons deviennent instables. Il y a certaines maisons qui sont en train de c'était construit sur du gelé, quoi, sur de la terre gelée. À un moment, tu avais une partie de la terre, tu avais 15 cm où il poussait un petit peu d'herbe. Mais maintenant, ça se décongèle à vitesse grand V et les maisons sont plus stables, quoi. C'est qui vit dans cet endroit? C'est des Norvégiens? Alors oui, il y a des Norvégiens, il y a beaucoup... en période vraiment hivernale, à Longyearbyen, il doit y avoir 500 ou 600 habitants. Hein. Ok. Il y a des autochtones Alors, il y a encore, je ne sais plus si c'est encore vrai, mais il y avait encore 2 ou 3 chasseurs encore qui chassaient le phoque. Mais voilà, donc ils sont très peu. En plein hiver, il y a 3-4 chasseurs. Quoi. Ok. Voilà, parce qu'on chasse encore le phoque pour la graisse, hein, c'est pour... voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant une troisième partie du podcast. Alors, il est plus destiné aux collègues photographes qui veulent éditer un livre ou aux auditeurs qui sont curieux de savoir comment on fait un livre, comment tu fais un livre. Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton aventure dans l'auto-édition, qui est une aventure en soi, hein, parce que faire un livre, ce n'est pas rien. Donc, tu fais tes expéditions, tu as suffisamment de photos, tu décides de faire un livre. Quelle est la première chose que tu fais? Comment tu procèdes? Alors, comment j'ai procédé? Alors, déjà, j'avais la chance d'avoir un ami qui était dans l'édition. Et je lui ai confié... déjà, il y a un tri de photos qui est fait par saison. Tu savais déjà quelles étaient les photos que tu mettais dans le livre ou il a fallu tout reprendre et tout C'est-à-dire que déjà pour les reprendre, parce que après il faut les transformer en CLGM. Oui, il faut travailler les fichiers. Voilà, il faut travailler les fichiers. Les premiers que je lui ai envoyés, il m'a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas possible. Ah bon? Et ben voilà, je suis retourné dans Méro et puis j'ai retravaillé avec aussi l'ICC du papier. Ou de l'impression. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à penser. Donc, moi, ce que j'ai fait, si tu veux, j'ai repris tous mes RAW et j'ai essayé de diversifier les photos avec des paysages, des gros plans, des paysages avec les animaux, mais très loin. Voilà, de diversifier un petit peu pour pouvoir... voilà. Et j'ai sélectionné 200 photos par saison. Une fois que c'était fait, retravailler en CLGM et tout ça, l'impression, on verra après. Et voilà. Et puis j'ai donc contacté mon ami et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je veux faire un bouquin. On s'était déjà vu avant. Il m'a dit, bon, moi je suis partant, tes photos sont bien, sont superbes, on va faire quelque chose de bien. Et du coup, je lui ai confié mes photos. Et il m'a proposé la maquette parce que, bon, c'est un métier. Hein. À moins de bien maîtriser InDesign ou des choses comme ça, mais c'est un métier. Et
Alors, il y a certaines photos qu'il ne voulait pas mettre où j'ai mis mon petit grain de sel. J'ai dit, oh, celle-là, quand même, je l'aime bien. Il me dit, oui, d'accord. Bon, allez, bon, je te la mets. Bon. Mais voilà, c'est lui qui a fait le choix des photos. Et je parlais tout à l'heure du fait que je laissais un certain temps entre les photos, la prise de vue et le traitement de l'image. Ben, c'est surtout pour le coup que les photos qu'on les a faites, on a l'émotion, il y a le moment de la prise de vue, puis on en a chié, hein, on a été là, on est resté 3 heures, bah oui, tu te rends compte, puis tu la prends pas, bah oui. Mais l'émotion que je ressens, c'est pas l'émotion que les gens ressentent. Et si un bouquin, on le fait pas pour soi, on le fait pour le public, pour les gens qui vont le feuilleter. Premier conseil de Philippe Boll. Voilà, parce que si on est amoureux de son livre, c'est pas le but. Il faut que les gens soient amoureux de ton livre, mais pas. Donc, alors, c'est une façon de faire, mais je pense que c'est vraiment la meilleure méthode. On n'est pas. Et puis, au niveau, par exemple, des pages, vous verrez dans le livre, on a la distribution, on varie entre les pleines pages, les demi-pages, des pages avec une photo plein cadre, une phase. Voilà. Donc, il faut que vraiment on ait envie de tourner le livre, de voir la prochaine. Et c'est ce qui se passe là. C'est vrai que chapeau. Mon ami m'a fait vraiment un beau cadeau. Donc, tu fais faire la mise en page, le choix du format, tout ça, c'est toi ou tu Alors, le choix du format, c'est-à-dire que j'ai fait imprimer le livre avec comment ça s'appelle déjà Escourbiac. Escourbiac, oui. C'est toujours... Ouais, Escourbiac. Bon. Moi, j'ai vraiment... je suis tombé sur une équipe pour l'impression qui était vraiment au top du top. Et bon, évidemment, on signe tous les bons à tirer. Enfin, c'est vraiment très, très sérieux. Et je rappelle toute la question. Le choix du format. Le choix du format. Le choix du format, si tu veux, on est conseillé quand même. Hein. Moi, je suis allé voir à Paris donc Escourbiac qui m'a conseillé dans le format, le choix du papier. Et pour le genre de photo, je lui ai amené un petit peu ma maquette. Et voilà, c'est lui qui m'a conseillé sur la première page bleue. Voilà, bon. Qui va très bien dans le livre. Voilà, donc vraiment, ils sont d'excellents conseils. Voilà, tu vois, il m'a fait une petite impression de la couverture je ne sais plus comment ils appellent ça. En vernis sélectif. En vernissé, voilà. Ça donne tout de suite une petite note sympa. Voilà, donc faut se laisser un peu guider parce que voilà. Après, voilà, bon, il est sorti. C'était impressionnant aussi l'impression hein, quand je suis descendu à Toulouse, là, du côté de Toulouse, là. Et on a passé 9 heures hein, à imprimer le livre. Tu es resté tout le long? Tout le long. Ok. Quand tu vois les feuilles qui défilent... Oui, c'est des sacrées machines. Hein. Oh là là. Tu disais que tu avais 200 photographies par saison. Oui. Tu as combien de saisons dans le livre? Il y a 4. Il y a 4 saisons aussi. Oui. Mais tu n'as pas 800 photos dans le livre. Ah bah non, il n'y a pas. Comment tu as procédé pour faire le choix final des photos? Est-ce que tu fais partie de ceux qui impriment tout et qui font le choix Ah bah c'est-à-dire que j'ai à mon ami, faudrait que je me rappelle de son prénom parce qu'il ne va pas être content. Au pire, je le mettrai dans les notes de l'épisode quand ça te reviendra. Non, c'est Johan. C'est pas possible. Bon, le prénom c'est Johan, c'est sûr. Et si tu veux, moi je lui ai confié mes 200 photos. Et c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait le choix. C'est lui qui a fait le choix. C'est lui qui a fait le choix. On a fait pas des zooms parce qu'à l'époque je ne connaissais pas, mais enfin on a fait des visioconférences tous les deux parce qu'il habitait pas tout près de chez moi. Et voilà, il m'a proposé. Après, moi, j'ai mis mon petit grain de sel. Et puis, on a recalé certaines choses. Voilà, bon. Mais c'est lui qui a fait la composition du bouquin.
Tu l'as financé comment? Sur tes fonds propres? Ben oui, c'est financé sur les fonds propres. Là, une impression sur 500 livres comme ça fait 14 000 €. Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. T'as combien de pages dedans? Il y a 196 pages. Ouais, ceux qui l'auront en main verront que c'est un beau bébé. Voilà, il fait 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, je crois. 1 kg 3. Donc du coup, des frais d'expédition assez élevés, hein, c'est quand même Les frais assez d'expédition, problématique. oui. Enfin, j'ai trouvé une petite solution là, mais Ah bah je veux bien sinon, que tu partages. oui. Je sais plus, à la Poste, c'était en promo là. Ils ont fait, ça fait au lieu de c'est 9 €. Le frais d'envoi, c'est 9 € et des 9,50 €, un truc comme ça, ou 9,65 € maintenant. Et t'es en colissimo En normal, colissimo sans normal, signature. voilà, ouais. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé 8,65 € là, donc voilà, donc c'est un petit peu mieux. C'est quand tu comptes ça plus l'emballage et tout ça, bah, ça fait 10 €. Ouais. Grosso modo, même un peu plus, mais enfin bon. Bah oui, Non, parce c'est que sûr. c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand si on veut envoyer le livre et qu'il arrive en bon état, faut le protéger, donc oui, carton c'est sûr. spécifique, Voilà, tout c'est ça, a un coût. Oui. Qu'il faut prévoir. J'ai jamais eu aucun retour. Il a toujours été, il est toujours arrivé. Même j'en ai qui sont partis en Alaska, j'en ai un qui est parti en Australie, mais là c'est. Ah, c'est sympa ça. Ah oui. Tu connais tous les gens qui t'achètent le livre, tu as le temps de discuter un peu avec eux? Bah, écoute, quand je reçois donc une commande, j'ai forcément leur mail. Donc je leur envoie un petit mot et quelquefois une photo pour mettre sur leur écran, enfin taille un peu, mais j'ai rarement de retour. D'accord. C'est bizarre, hein, j'ai rarement de retour. Pourtant, je trouve, un des gros avantages de l'auto-édition, c'est la promiscuité avec l'auteur, finalement, ce qu'on n'a pas en librairie. Oui. Et à chaque fois, je fais un petit mot et puis je leur envoie une photo correcte, hein, qu'on peut rabattre au moins sur leur écran s'ils veulent. Bon, tu vois, moi, tu as un bon retour parce que 2 ans après, on est là en train d'enregistrer cet épisode. Voilà. Tu as fait 500 exemplaires, c'est ça? Il t'en reste 140, tu me disais tout à l'heure. Voilà, 140, plus ceux que tu vas... Ceux qui sont à la maison. Ouais, voilà. Les 5. Je mettrai un lien pour les gens qui veulent le commander D'accord. directement sur le site du podcast. Et puis quand les 5 seront épuisés, je mettrai un lien vers chez toi. Ça marche. Je mettrai un lien vers ton site web. Tu es sur les réseaux sociaux aussi? Oui, j'ai un truc particulier. Ok, je mettrai les liens aussi. Facebook, Instagram. Oui, sur Facebook, oui. Ok, Facebook, pas Insta? Non, pas Insta. Je n'ai pas encore pratiqué Insta. Je sais pas. Oui, voilà. Bah écoute, c'est cool. Il y a beaucoup de photographes qui n'ont pas de système de paiement en ligne pour leurs livres et c'est quand même très problématique. C'est vraiment un truc auquel je pense, on peut pas y échapper. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment bien aller vite et quand il faut écrire au photographe un email pour commander le livre et envoyer un chèque par la poste, ça freine un petit peu l'élan. Oui. Mais j'en ai par contre qui font du courrier parce qu'ils n'ont pas envie de mettre leur numéro de compte. Voilà. Ça arrive aussi. Mais bon, c'est plutôt rare. Et j'ai du courrier de temps en temps. c'est vrai que le site, c'est pratique quand même. Tu vas en festival aussi? Alors en festival, aux expos. Comme je te disais tout à l'heure, sur le site, ça représente environ 40% des ventes. Et le reste, c'est des salons, des conférences, voilà, au Festival de l'Oiseau, voilà, des choses comme ça. Donc, là, je disais... À Ménigout aussi. À Ménigout, ça a très très bien marché. J'ai vendu pas mal de livres. Ménigout, c'est vraiment pour des passionnés photos. C'est où ça? Alors Ménigout, c'est à 100 km de chez moi. Là. Je le connais pas, celui-là de festival. Ah oui, c'est plutôt cinéma. Hein. D'accord. C'est plutôt cinéma, mais il y a des photographes qui exposent. D'accord. Il y a aussi des photographes. Comme je le disais tout à l'heure, donc là on est en fin août pour enregistrer, ça sera diffusé au mois d'octobre. Tu as de l'actu à venir pour la fin d'année? Alors là, je pars d'ici au mois de septembre, là, le 21, je pars faire en Finlande. Finlande. Voilà. Un nouveau livre peut-être? Les gens du livre, c'est vrai que le livre en auto-édition, c'est encore un autre métier, c'est la vente. Et ça, on n'a pas forcément. Oui, c'est la partie la plus compliquée, celle à laquelle on pense. C'est la partie la plus compliquée. Alors, la petite, mais je dirais même la grosse erreur que j'ai faite, je ne connaissais pas, donc je n'ai pas fait.
c'est de faire des préventes, c'est-à-dire de faire dans KissKissBank ou des préventes. Et ça, c'est une erreur, je pense. Alors après, bon, ça recule forcément le moment où on va faire le livre, mais c'est quand même une sécurité, je pense. C'est une sécurité. Après, c'est pas des ventes automatiques. Non, c'est compliqué aussi. Compliqué aussi, d'accord. À gérer, ouais. Et non, mais toi, je trouve que tu t'en sors très bien. Le livre, tu l'as sorti quand, là? Alors le livre, je l'ai sorti, je vais te dire la date. On va regarder derrière. Alors il est parti en avril 2017. Parti en avril 2017. Ouais. Achevé d'imprimer en avril. Parce qu'en général, 2017. on dit qu'il faut en moyenne 2-3 ans pour écouler un livre, quel que soit le volume. C'est en fonction aussi du sujet. Mais en général, il faut compter 2-3 ans. Donc 2017 jusqu'à 2020, il t'en reste 140. C'est pas mal, t'es dans les clous. Parce qu'après les 2 ans de Covid, on va les enlever. Oui, on va dire que ça compte pas. Parce que les gens avaient quand même autre chose à faire que d'acheter des livres. Donc non, t'es dans les clous. C'est bien d'avoir vendu, si t'en restes 140, oui, ça fait plus des 2/3 qui sont vendus. T'as vendu les 3/4 à peu près. Non, c'est chouette. C'est bien. Mais écoute, l'épisode touche à sa fin. On a déjà plus d'1 heure d'enregistrement. Ah oui, d'accord. Et on n'a pas dit tant de bêtises, donc il n'y aura pas beaucoup de coupes à faire. Peut-être juste les temps morts quand tu cherches les pages. Je te remercie beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je mettrai tous les liens, donc, comme je disais, dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cet épisode ? Écoute, j'espère que le postcard va toucher c'est des photographes ou des non-photographes et que ça va leur donner l'idée peut-être d'aller voir sur place et surtout de prendre connaissance. Je pense aux enfants aussi, parce que souvent les livres, on dit les livres pour les adultes, mais je pense qu'offrir un livre sur le climat, sur les changements climatiques à un enfant, il va tout gober, il va comprendre ce qui se passe et en ce moment il va être sensibilisé. Et les enfants sont très très, moi je vois bien sur des expositions, il y a des enfants des fois qui vont avec des classes, tu sais, qui vont visiter et quand ils reviennent le dimanche avec leurs parents, tout ce que tu leur as raconté c'est imprimé, c'est ancré, ils ont tout compris et puis tu vois là le photographe il a fait ça parce que nanana, c'est vraiment super, quoi. Écoute, merci beaucoup Philippe. Pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi. Au revoir et bonne journée.